Il fut l'image de l'homme intègre et incorruptible. Et pourtant, il a subtilisé de la drogue dans la réserve ou voûte sécurisée de la brigade des stupéfiants. Son nom, Henri Marcheseau, policier. Il était vraiment efficace. Il ne rencontrait jamais aucun obstacle. Marcheseau était l'image du service de police de la ville de Montréal. Henri Marcheseau, c'était le policier d'élite. Dans le milieu, les bras leur en sont tombés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le 21 mars 1983 se produit un événement qui va bouleverser le service de police de Montréal, qui va choquer le Québec et qui, à ce jour, reste encore une affaire troublante qu'on ne s'explique pas. Ce jour-là, alors qu'il a rendez-vous avec un complice sur le parking d'un centre commercial, le capitaine Henri Marcheseau ignore qu'il est sous surveillance depuis plusieurs semaines. Cette fameuse journée, c'était plus difficile, si vous voulez, de garder une filature constante, bien en vue, et tout le monde était assez tendu. Peu après la rencontre sur le parking d'un centre commercial, les policiers Guy Bernard et Pierre Sangolo interceptent Louis Trottier, un ancien policier remercié de ses services par le SPCUM pour des motifs jamais dévoilés. Le sac que Trottier a en sa possession contient 8 kilos de hashish et 183 grammes de cocaïne pour une valeur estimée à plus de 200 000 $. J'ai procédé à l'arrestation avec le sergent détective Sangolo de Louis Trottier, le complice. Monsieur Duchesneau et le lieutenant Séguin ont procédé à celle de Monsieur Marcheseau. Dix minutes avant le début des informations, je reçois un appel d'un informateur de premier plan qui me dit « Tu sais pas qui vient d'être arrêté ?» Et je lance comme ça, pour faire une blague, « Vous avez pas arrêté le maire, non ?» Non, pire que ça, on a arrêté le boss. Le boss n'est ni un caïd de la pègre, ni un parrain de la mafia. Le boss, c'est le capitaine Henri Marcheseau, le commandant de la brigade antidrogue de la police de Montréal. Le capitaine de police Henri Marcheseau, accusé de vol et de trafic de drogue. Henri Marcheseau, accusé de vol et de trafic de drogue. Au départ, je n'y ai pas cru parce qu'il se trouve que je côtoyais Monsieur Marcheseau tous les jours. Là, moi, j'en avais la chair de poule. Je ne pouvais pas vraiment y croire. J'ai dit Henri Marcheseau, le chef de la brigade des stupéfiants. Ça a créé une onde de choc instantanée. Henri Marcheseau, c'était le policier d'élite. Henri Marcheseau était l'image du service de police de la ville de Montréal et de la communauté urbaine. Le capitaine de police Henri Marcheseau, accusé de vol et de trafic de drogue. Mais regarde ça. C'était une personne qui était respectée, autant dans la police que chez les voyous. Même dans le milieu, les bras leur en sont tombés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De la police de la CUM, le capitaine Henri Marcheseau vient d'être arrêté pour trafic de stupéfiants. Un policier qui fut le symbole de la lutte contre les stupéfiants et un exemple pour les organisations antidrogue. Le chevalier blanc, Monsieur Propre, en quelques minutes, venait de passer dans le camp des parias de la société et des criminels.
Avant Henri Marcheseau, d'autres officiers de police avaient été arrêtés pour trafic de stupéfiants. Il y eut en 1980 le sergent d'état-major de la GRC, Paul Sauvé. Et avant lui, Roger Mourant, lui aussi de la GRC. Mais le crime commis par Henri Marcheseau allait connaître un énorme retentissement, à cause de sa personnalité et de son profil extrêmement médiatisé. Marcheseau, quand il était à la tête de la brigade des stupéfiants, était souvent dans les médias. Il était flamboyant. Eh bien, écoutez, actuellement, on est sur plusieurs affaires et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Il n'avait pas peur d'aller devant les caméras pour annoncer les succès des policiers de sa brigade. Donc, il était très apprécié et très connu par... Habituellement, un policier porte un complet foncé. Mais lui, par exemple, il pouvait porter une beige et puis pas de nœud de cravate, juste son par-dessus. Ça me frappait. Il ne faisait pas le nœud. Il passait sa cravate. Ça m'avait frappé. Je lui avais demandé un jour, « Monsieur Marcheseau, comment ça se fait que vous ne faites pas vos nœuds de cravate ?» Il m'a dit, « Je ne sais pas faire les nœuds, donc je passe ma cravate par-dessus. » Ça m'a frappé. Henri Marcheseau n'est pas un policier comme les autres. Et pas seulement pour sa tenue vestimentaire qui détonne, mais aussi pour sa détermination et son sang-froid. Issu d'une famille modeste, il projette de devenir enseignant. Mais ne pouvant pas se payer les études requises, Henri Marcheseau opte pour une carrière de policier en 1958. Il faisait le beat, c'est-à-dire qu'il allait patrouiller à pied dans les secteurs chauds de la ville de Montréal. Bonsoir. Il est beau comme un uniforme. La patrouille à pied était obligatoire. Quand tu étais jeune policier, tu te retrouvais à faire la patrouille à pied. Dans les secteurs chauds, il y avait plein de bars et les policiers n'étaient pas à l'abri. Il y avait souvent des prises de bec ou des confrontations avec des gars costauds qui étaient toujours prêts à défier les policiers. À cette époque, les policiers n'y allaient pas de main morte. Il y avait aussi des gars très costauds dans la police à cette même époque. Henri Marcheseau se distingue suffisamment pour être recruté par la patrouille de nuit, un groupe d'élite qui affronte les criminels les plus violents. Il a été aussi un des premiers policiers à faire partie de la patrouille de nuit. La patrouille de nuit était une brigade spéciale qui avait été créée pour talonner la pègre de Montréal. Il faisait des descentes dans les bars, les clubs, des bars de striptease de la rue Sainte-Catherine, le Casa Loma, le Bellevue, etc. Allez, c'est parti. Il débarquait la nuit, dans les tripots, dans les clubs de striptease, dans certains locaux occupés par des gens de bandes organisées. Et, il faisait des rafles à répétition. Et la brigade de nuit s'était taillée une réputation de gros dur à cuire à travers l'Amérique. La patrouille de nuit faisait parfois des descentes dans le quartier Saint-Henri. Il y a eu également des descentes dans des bars de danseuses, dans des établissements de la rue Saint-Laurent, le Sahara, dans l'ouest de Montréal. Là-bas, il y avait des clans, celui des Dubois par exemple. Et la patrouille de nuit s'y rendait. La patrouille de nuit faisait de l'excellent travail. Des enquêtes sur des homicides, des règlements de compte, des meurtres. Grâce à leur réseau d'informateurs, eh bien, très souvent, ils empêchaient des crimes. Des gros cambriolages dans des entreprises ou encore dans des maisons privées. C'était une brigade spéciale, une équipe de frappe. Quand Vic Lévesque et consorts se sont évadés, quand Richard Blas s'est évadé avec Michel Marion d'un fourgon de police, c'est la brigade qui a géré. Ils n'avaient pas de gilet pare-balles à cette époque. Ils arrivaient avec leurs mitraillettes et ils y allaient.
Il était considéré comme un des meilleurs à la patrouille de nuit, Marcheseau. En 1975, la patrouille de nuit est dissoute, à la suite d'un tapage médiatique dénonçant leur méthode musclée. Un tapage médiatique organisé par Sidney Littman, l'avocat des frères Dubois, après que la patrouille de nuit les eut malmenés. Les Dubois eux-mêmes n'étaient pourtant pas des enfants de cœur. C'est par leur violence qu'ils ont obligé la mafia à leur céder le contrôle du centre-ville de Montréal. À ce moment, Henri Marcheseau ne fait plus partie de la patrouille de nuit. Il est monté en grade. Il dirige tour à tour diverses brigades de la police de Montréal où il continue de se distinguer par son efficacité. En 1979, Marcheseau est nommé à la tête de la brigade antidrogue. Et rapidement, il devient une star des médias. Ça faisait partie de la stratégie de Marcheseau, de communiquer sur les succès de la police. Les gens de la pègre ou les gens du crime organisé, ils ne veulent pas qu'on leur fasse trop de publicité, ils veulent passer inaperçus. Marcheseau l'avait bien compris. Alors, quand il avait de bonnes histoires, il les transmettait aux journalistes. Cette stratégie va contribuer à la notoriété d'Henri Marcheseau. Mais sa chute n'en sera que plus dure. De simple agent à enquêteur dans la célèbre patrouille de nuit, Henri Marcheseau fait son chemin dans la police de Montréal. Promu au grade de capitaine, il dirige tour à tour la section anti-gang, la section des hold-up, la filature et plusieurs autres brigades. En 1979, le capitaine Marcheseau prend le commandement de la brigade anti-stupéfiants. Il n'a pas pris du grade par cooptation, mais parce qu'il était compétent. Il n'a pas été nommé commandant de la brigade des stupéfiants de la police de Montréal. Pour le plaisir, ce gars avait fait ses preuves. Nous avons fait plusieurs saisies. Là, du cannabis. En même temps, il faisait aussi beaucoup de campagnes de prévention contre les effets néfastes de la drogue. C'était un incroyable vendeur. Il savait vraiment mettre en valeur les actions qu'il faisait avec ses hommes. Il aimait beaucoup parler aux médias. Ce qui représentait le total des prêts dus aux prêteurs arrêtés. Avec les taux d'intérêt. Avec les taux d'intérêt. Ce qui distingue Henri Marcheseau des autres enquêteurs du SPCUM, c'est qu'il va au-devant des journalistes et des médias. Cela lui sert dans son travail, bien sûr, mais se mettre en avant de cette façon ne lui déplaît pas non plus. Hey, monsieur Poirier. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Il me disait, Claude, as-tu besoin d'une histoire pour demain? Je disais, oui, Henri, tu as quelque chose? Oui, je vais la garder. On a fait des choses. Je vais la garder, et puis, samedi matin, j'irai au bureau, et tu viendras me voir. Je te donnerai une interview, et vous pourrez prendre des photos. Ouais. J'étais jeune, je commençais à couvrir les affaires judiciaires. Et Henri Marcheseau était l'un des rares policiers que j'appelais régulièrement pour savoir ce qui se passait, s'il y avait des nouvelles, s'il avait quelque chose de neuf à nous communiquer. Henri Marcheseau. Hé, monsieur Poirier. Ouais, ça va bien et vous? Grâce à sa notoriété, M. Marcheseau était un homme dont le discours était bien reçu par les médias et dont l'image était véhiculée, parfois de manière exagérée, autant par la télévision que par la presse en général. À la radio, il était souvent invité à s'exprimer sur des phénomènes de société reliés à la drogue et aux stupéfiants, peut-être en exagérant certains détails de certaines enquêtes. On dit souvent qu'il avait une certaine tendance à faire une montagne avec un caillou. Disons qu'il en mettait plus que l'acheteur en demandait. Vous vous rappelez de l'émission Captain Bonhomme, où Michel Noël exagérait des faits pour mettre de l'ampleur. Son surnom à la brigade, c'était Capitaine. Parce qu'il était capitaine, c'était le capitaine Bonhomme. Il dérangeait. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me rappelle entre autres, j'avais pris un café avec Henri. Il m'avait dit, on dirait que quand je passe à la télévision, quand je fais des interviews, quand il y a ma photo dans le journal, ça dérange certaines personnes. Il engendrait, à tort ou à raison, auprès de certains de ses collègues et même de sa garde rapprochée,
il engendrait une forme de jalousie ou d'envie. Certaines interventions orchestrées par le capitaine Marcheseau suscitent également des critiques. Comme cette descente dans la brasserie Pitt où on oblige les 90 clients, hommes et femmes, à une fouille à nu publique. Ou encore sa déclaration à propos du cégep du Vieux-Montréal qui serait un supermarché de la drogue. Mais les succès de Marcheseau éclipsent ces critiques. Du moins pour le moment. D'accord, ouais. Hé, les deux clowns, ça va bien, à l'aise? Hein? Comment ça va? Hein? Ouais. Ouais, ça va? Bah oui, faites comme chez vous. La patrouille de nuit avait la réputation, avec ses hommes, de ne pas trop faire dans la dentelle. Lâche-moi! Arrêtez! Ah, bien. Waouh! C'était un peu la marque de... Rien ne devait être en travers de sa route. Quand il prenait une direction, comme patron, comme je vous dis, il était vraiment efficace. Il n'y avait jamais aucun obstacle. C'est sous son règne, quand même, que la brigade des stupéfiants a commencé à faire des saisies plus importantes. Si on revient environ au début des années 80, coup sur coup, on a saisi 7 kilos, 10 kilos. Après ça, on est monté à 50 kilos. L'action policière qu'il a entreprise a été une action policière qui a été à la fois spectaculaire, productive, convaincante et qui a mis en échec beaucoup de groupes importants de la mafia et du crime organisé. Malgré ses succès, quelque chose intrigue au sujet d'Henri Marcheseau. Début 1983, en présence d'un représentant de la GRC, le directeur du SPCUM, André De Luca, convoque en secret quelques enquêteurs de la brigade dirigée par Henri Marcheseau. Je suis convoqué dans le bureau du directeur. Et là, on m'informe sur le fait que Monsieur Marcheseau s'approprierait des stupéfiants pris dans la réserve et les revendrait à l'extérieur. Voilà ce qu'on va faire. C'est la meilleure solution. T'en penses quoi? D'accord, je suis d'accord. Ouais, on part comme ça. On m'a demandé si j'avais des soupçons. Et ma réponse, ça a été non. Je n'avais aucun doute sur l'intégrité de Monsieur Marcheseau à ce moment-là, et je le côtoyais tous les jours. On m'a également prévenu qu'il s'agissait d'une enquête qui était particulière, dans le sens où, vu la notoriété de Monsieur Marcheseau, si je manquais mon coup, il y aurait des répercussions, parce que Monsieur Marcheseau, de par sa notoriété, avait beaucoup d'amis dans la police. Moi, j'étais un jeune policier à l'époque. J'avais seulement 12 ans de service. Si je suis celui qui interroge un policier, si vous voulez, je vais être le renégat du groupe. À ce moment-là, il faut prendre une décision. Est-ce que j'y vais ou pas? Même s'il y avait des risques, dans ma tête, c'était clair. Si André De Luca ordonne une enquête sur ces graves allégations. Il fallait vraiment que l'information soit très crédible pour qu'on puisse ouvrir une enquête, parce que les raisons d'une personne pour donner une information, ça peut être aussi pour éliminer la concurrence. Il faut comprendre les raisons de l'information avant de donner suite à une enquête, parce qu'on n'est pas là pour dépenser de l'énergie, de l'argent, des ressources pour une information qui est futile. Envoyez-moi Guy Bernard quand il arrivera, s'il vous plaît. La stratégie élaborée par les enquêteurs est de récolter une preuve inattaquable contre Marcheseau, mais aussi de poursuivre la filature jusqu'à ce qu'il rencontre le ou les complices auxquels il vend les stupéfiants. Je vous appelle parce qu'une saisie n'a pas été enregistrée. Oui? La direction a décidé qu'étant donné la notoriété de Monsieur Marcheseau, qu'on utiliserait les services de la GRC pour la filature, l'installation des écoutes téléphoniques, pour qu'il n'y ait pas de fuite à l'intérieur du service. La section des stupéfiants
était au 3e étage du 775 rue Gosford. Au 1er étage, il y avait la section des mandats qui abritait les policiers en service 24 heures d'affilée. Au 2e, il y avait l'anti-gang et les mœurs. Au 3e, les stupéfiants. Il a fallu se montrer très imaginatif dans les moyens employés pour ne pas éveiller les soupçons. On voulait avoir le signal directement à partir des caméras, plutôt que d'avoir une machine dissimulée dans un casier où il aurait fallu changer les cassettes toutes les 4 heures. La direction a autorisé l'installation d'un câble coaxial à partir du quartier général qui était en face. Il a fallu le passer par les égouts pour qu'il arrive dans le building et qu'il remonte jusqu'au 3e étage. C'était très particulier. Une fois leur dispositif installé, l'équipe de surveillance guette jour et nuit tous ceux qui entrent dans la voûte sécurisée de la brigade des stupéfiants. Et en tant que capitaine de cette brigade... Et donc que je travaille tous les jours, comme si de rien n'était. De plus, les enquêteurs épluchent les décisions et la gestion du capitaine Marcheseau. Ils découvrent que des changements favorisant des manipulations illicites et la dissimulation d'une certaine quantité de stupéfiants ont été faits au cours des mois précédents dans la voûte sécurisée. Ah, salut, tiens, j'ai ramené à manger. Ça va? Ouais. Ouais, je pose ça là. Alors, ça avance? Tiens, voilà, regarde tout ce que j'ai noté. D'accord. Il avait changé les procédures de... l'accès à la réserve, la coordination des stupéfiants, l'envoi des stupéfiants au bureau des drogues dangereuses à Ottawa. Le responsable de la réserve est parti en congé maladie suite à une crise cardiaque. Et Marcheseau, à ce moment-là, nous a informé que ce serait lui le nouveau responsable de la réserve. Il avait changé certaines règles sur l'analyse des drogues. Leur dispositif installé, les enquêteurs attendent que le capitaine Marcheseau fasse un faux pas. Au hasard d'une conversation, l'inspecteur Guy Bernard apprend que Marcheseau ira travailler seul dans la voûte sécurisée la semaine suivante. Il m'informe que, le samedi, il viendra au bureau parce qu'il a des choses à finir dans la réserve. Étant donné qu'il a pris en charge la responsabilité de celle-ci, il fallait qu'il fasse le bilan. C'est comme ça que j'informe l'équipe. Et à ce moment-là, c'est le branle-bas de combat, filature 24 heures sur 24. L'écoute téléphonique, en direct, etc., etc. La réserve était une pièce d'environ 20 mètres carrés. Tout le long des murs, il y a des casiers qui contiennent les stupéfiants. Donc, il n'y avait qu'une seule place où on soupçonnait que si jamais il y avait un acte qui était commis, où on pouvait travailler, faire des choses, c'était un meuble qui faisait à peu près 96 cm, voire 1 mètre de haut. C'est là que la caméra avait été installée. Ah, le voilà, il arrive.
Oui. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On le voyait clairement entrer dans la salle des pièces à conviction, se retrousser les manches et prendre un petit sac plastique avec une fermeture qui contenait la poudre. Imaginons que la drogue saisie était à 95% pure. Si vous enlevez 80% du contenu et vous le remplacez par du lactose, alors la pureté de la drogue n'est plus à 95, mais à 10%. Il suffisait d'en prendre un tout petit peu, de le transvaser, de bien mélanger le tout et de tout remettre en place. On le voyait faire, puis sortir. Il pouvait s'approprier la drogue, la revendre sur le marché tranquillement, puisqu'il y avait la même quantité qui restait dans la réserve. Il a mis les stupéfiants dans une valise, puis dans le coffre de sa voiture. Là, il fallait s'assurer qu'on ne louperait rien. Eh, bonjour, monsieur Coury. Ça va? Oui, ça va et vous? Ça va bien. Le samedi après-midi, il est allé au marché. Il est allé à la boucherie, comme tout le monde. Donc, on soupçonnait tous les gens qu'il rencontrait de faire partie de la magouille. On n'avait pas le droit à l'erreur. Salut. Est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a dans ce dossier? Pendant 48 heures, chaque fait et geste d'Henri Marcheseau est épié. Mais son éventuel complice ne se manifeste à aucun moment. Ce n'est que le lundi suivant, alors qu'il est de retour au travail, que le capitaine Marcheseau reçoit un appel. Le capitaine Marcheseau prend rendez-vous avec son complice. Le piège va bientôt se refermer sur lui. Soupçonné de subtiliser des stupéfiants dans la voûte sécurisée de la brigade qu'il dirige, le capitaine Marcheseau est pris en flagrant délit par une caméra de surveillance. Et ce sont ses propres hommes qui vont bientôt lui passer les menottes. Alors que le piège se referme sur leur capitaine, les sentiments des enquêteurs sont partagés. Un de ces hommes, l'inspecteur Sangolo, décide d'offrir à Marcheseau une occasion de faire marche arrière, et peut-être ainsi d'atténuer la gravité de son crime. Avec toute cette poudre, j'ai peur que certains se mettent à la couper ou un truc du genre. Ben voyons. Écoute, j'ai déjà pensé à ça, mais vu la manière dont la drogue est gardée ici, ce serait vraiment une galère. Ah, ça tu peux me croire. Mais malheureusement pour lui, Henri Marcheseau ne la saisit pas. Le même jour, vers midi, il quitte son bureau pour aller à la rencontre de son complice. Henri Marcheseau a été arrêté juste après avoir rencontré Louis Trottier, un ancien policier auquel il refilait la drogue qu'il volait dans les réserves de la police de Montréal. C'est vrai que ça a été une immense déception. Parce qu'avec ça, on confirmait les soupçons qu'il y avait sur notre patron. Mais pour moi, cette personne, même si on l'appelait Capitaine Bonhomme, il était efficace comme patron. Quand tu avais besoin de choses pour faire ton travail, il n'y avait pas 1000 discussions. Il prenait le téléphone. Quand ils l'ont intercepté, lui savait que sa carrière était finie. Son image, tout ce qu'il avait bâti, comme sa réputation, venait de s'effondrer. C'est propre à cette situation. Mais tous les gens qui se croient au-dessus des soupçons, qui se croient plus forts que tout le monde, quand ils sont arrêtés et qu'ils sont mis en face de ce qu'ils ont fait, ils réalisent que, boum, c'est comme un coup de massue sur la tête. Après qu'on ait procédé à l'arrestation, on est allé faire la perquisition chez lui. Là aussi, ça a été un moment difficile. Son épouse et ses enfants. Alors, j'ai demandé à un ami très proche de Monsieur Marcheseau, le lieutenant Latraverse,
Je lui ai demandé de m'accompagner lors de la perquisition. Quand on est entré dans la maison, elle ne va pas aller en prison. Papa ne va pas aller en prison. Tu me le promets? Elle avait appris la nouvelle depuis 12h30. Il était 4h30 de l'après-midi. Bon, on ne s'est pas parlé beaucoup. Je peux vous dire que du bout du couloir, je voyais une femme complètement abattue dans le salon de la maison. Elle était en pleine crise. Elle frappait Mario la traverse. Et Mario était obligé de la retenir. Disons que ce sont des scènes quand même très difficiles à vivre. L'épisode de cet après-midi-là, vous voyez, je vous le raconte, mais c'est sans doute la première fois que j'en parle depuis 25 ans. Parce que pour moi, ça a été un moment assez pénible. C'est-à-dire que, pris dans le travail, tu essayes de passer outre et d'avancer, mais quand même, ça a été un moment assez difficile. Qu'est-ce qui a bien pu mener un homme comme Henri Marcheseau à commettre un tel acte? Marcheseau avait tout pour lui. Un poste important, la notoriété, la reconnaissance du public, l'admiration de ses collègues. Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce moment-là. Henri était un homme qui était quand même assez orgueilleux. Si ses proches ou bien ses voisins achetaient quelque chose, Marcheseau voulait alors acheter la même chose. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il y avait une automobile dernier modèle, Henri s'achetait une automobile dernier modèle. Tout le monde savait à la brigade que M. Marcheseau avait fait dernièrement des dépenses, comme changer les fenêtres de sa maison, les portes, creuser une piscine, ce qui était quand même particulier à cette époque. Ajouté à l'endettement purement foncier, à un endettement hypothécaire. Ajouter aussi à ça peut-être d'autres dettes qu'il aurait pu contracter auprès de connaissances. Parce qu'au début des années 80, quand même, le salaire d'un policier n'était pas élevé. Enfin, vous voyez. Henri Marcheseau rechignait à faire des choses inutiles comme les nœuds de cravate ou comme ses déclarations d'impôts que de 1975 à 1979 il néglige de faire. Si bien que le fisc lui réclamait des sommes qu'il ne parvenait pas à payer. En 1975, Marcheseau avait aussi emprunté 5 000 $ au père de Louis Trottier pour s'acheter une voiture neuve. 8 ans plus tard, au moment de son arrestation, il n'avait payé que les intérêts. En guise de paiement pour les stupéfiants qu'il remet à Louis Trottier, Marcheseau reçoit un reçu confirmant que sa dette est effacée. Bon, et ben comme ça on est quitte. J'espère que cette histoire est terminée. Mais avec le remboursement de cette dette, Henri Marcheseau n'aurait apparemment réglé qu'une partie des problèmes financiers qu'il avait accumulés au fil des ans. Henri Marcheseau aimait bien jouer aux cartes. Cet homme jouait aux cartes. C'était un gros parieur. Il jouait aux cartes avec de riches hommes d'affaires, des entrepreneurs, et puis avec, entre autres, l'ancien président du comité exécutif de la ville de Montréal, Gérard Niding. Donc ça pariait et ça jouait gros. Les paris étaient élevés, et quand Henri Marcheseau perdait,
Pour lui, c'était vraiment plus important, plus que ça pouvait l'être pour les joueurs avec qui il jouait. Le problème de Marcheseau, c'était qu'il avait... Problème de jeu, qui s'ajoutait peut-être aussi au fait qu'il pouvait avoir l'impression de ne pas être récompensé pour la qualité et l'importance des services rendus. Tout ça devenait tout simplement intolérable. Il a été arrêté à 12h30 environ. Moi, je l'ai revu à 1h30 du matin. J'étais dans mon bureau. Et là, je le regarde. Il me regarde aussi et il me dit « Tu peux pas comprendre. » Alors là, j'ai simplement dit « Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Tu avais des amis dans la police. La caisse d'économie était d'accord pour te prêter de l'argent si tu avais des problèmes. » La conversation et puis, je n'ai pas revu M. Marcheseau jusqu'au procès. L'image que j'ai de l'arrestation de M. Marcheseau, c'est qu'il avait l'air médusé, carrément perdu, et détaché de la réalité du moment. Et ça m'avait impressionné. Autant j'avais connu un homme qui avait toujours une démarche assurée, qui semblait, comment dirais-je, très sûr de lui, et qui, une fois pris au piège, devient comme un petit animal traqué, qui fond dans une... Quand j'ai su qu'il était rentré dans la réserve et qu'on le voyait en action, à partir de là, il n'était plus policier pour moi. Le lien de confiance était rompu. C'était un criminel. Ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'était parfois teinté d'émotion que j'ai vécu tout cela. Mais c'était clair dans ma tête. À partir du moment où l'acte était démontré, c'était fini. Le procès de Marcheseau dure 3 semaines et attire tous les médias. Confronté à des preuves irréfutables, Henri Marcheseau n'a plus qu'à attendre sa sentence. Sa carrière est brisée, sa réputation détruite et sa famille humiliée. Son dernier espoir est d'attirer la sympathie, d'invoquer le surmenage et de rappeler ses longs et efficaces états de service. Il y avait des vidéos dans lesquelles on le voyait aller chercher de la drogue à 4 reprises. On le voyait prendre la drogue et sa seule défense possible, c'était d'invoquer le fait qu'il était en dépression. À mon avis, Marcheseau voulait surtout obtenir une sentence allégée. Et ça, c'était un facteur atténuant. Dire « j'étais dépressif, je traversais une mauvaise passe, et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans ». Mais les efforts de son avocat pour lui obtenir une peine clémente échouent. 14 ans de prison. Il s'est quasiment effondré dans le box des accusés. Il est devenu très, très pâle. Et on voyait sa femme qui a éclaté en sanglots. Le juge, au contraire, a estimé qu'à cause de son grade élevé et de sa notoriété auprès du grand public, il fallait en faire un exemple. Il était chef de la brigade des stupes. Et il n'arrêtait pas de faire de la prévention pour dire que la drogue c'était néfaste. Le juge avait donc toutes les raisons au monde de donner une sentence exemplaire. La crédibilité du service de police avait été mise à rude épreuve. Et je pense que ça rétablissait la vérité. Ce qui fait que je n'ai pas été surpris par la sévérité de la sentence. Marcheseau a payé cher. En premier, sa famille, ses filles. Il ne jurait que par ses filles, son épouse. Quant au complice de Marcheseau, Louis Trottier, il a affirmé durant le procès que c'est le capitaine Marcheseau qui l'avait approché, lui promettant même l'immunité. Il lui aurait dit « c'est moi qui contrôle tout ». Trottier ne reçoit qu'une peine de 23 mois. Louis Trottier était un ancien policier,
que M. Marcheseau avait connu lorsqu'il travaillait au sein de la brigade de nuit. Mais Trottier n'a pas fait long feu à la police de Montréal. Il a été congédié à un moment. Le procès d'Henri Marcheseau est terminé. Reconnu coupable de 9 chefs d'accusation pour vol, recel et trafic de stupéfiants, Marcheseau est condamné à 14 ans de prison. Quand un policier est condamné, c'est vrai que c'est plus difficile pour lui de purger une peine de prison parce que sa vie peut être mise en danger. Je sais très bien qu'il y avait des groupes du crime organisé italien qui avaient dit... si on le rencontre, dans un coin noir, c'est ce qui arrivera. En fait, on l'a incarcéré dans une prison de province. Son arrestation, son procès, sa condamnation... Gros titres en première page, dans les quotidiens, et les gros titres en ouverture des journaux télévisés. Après coup, on a oublié tout ça. Henri Marcheseau a fini par s'habituer à vivre loin des médias. Avec le temps, il s'est fait oublier. Il a purgé sa peine et s'est refait une vie simple et discrète. Au bout d'un moment, après quelques années, on s'est demandé qu'est-ce qu'est devenu Henri Marcheseau. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que Henri Marcheseau demeurait dans un presbytère, dans la Beauce. Il avait été chargé de refaire la peinture du presbytère. Et dans les prisons, c'était également lui qui repeignait les bureaux de la direction de ces prisons. Moi, après, je me souviens qu'il est allé travailler comme boucher. Puis ensuite, il a fait le ménage à la chapelle de la Réparation. C'est là-bas que je l'ai croisé. Il avait travaillé aussi pendant, justement, qu'il était en centre de réinsertion, dans un... Il disait même qu'il avait un certain talent pour ce métier. Plus tard, dans ma vie, je l'ai rencontré à 2 reprises. Il travaillait dans des magasins de bricolage. J'étais dans une des allées et... elle semblait familière. Je vais voir au bout de l'allée, et là, j'aperçois Monsieur Marcheseau, qui tentait de convaincre un client qu'il travaillait dans le domaine depuis 20 ans, et que c'était comme ça qu'on faisait. Moi, je vous conseille celui-là parce qu'il fonctionne mieux que l'autre. Le personnage n'avait pas changé. Ça n'avait pas changé l'homme. Je me suis retourné et je suis parti. Mais vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Celui-là... chaque fois, faites-moi confiance. Prenez celui-là, franchement. Je vous le garantis, vous ne serez vraiment pas déçus, franchement. Allez-y. Alors, moi, je vous conseille celui-là parce que...